c'est plus intéressant, je trouve, quand on est sur place. Les webinaires, j'en ai fait tellement. Ouais, quand on fait des Ben, c'est pour ça qu'on fait les deux. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est c'est commode, par exemple, tu sais, parce que comme Oui. c'est ça, là, je sais qu'il y a des gens en Ontario qui ont Oui, participé ils viendraient aujourd'hui. pas ici, Ils ne pourraient pas mais- venir, tu sais, c'est ça. Oui, oui. Ça rejoint des Mais gens, c'est vrai mais- qu'en personne, c'est un autre type d'interaction. C'est pour ça que quand on peut, on fait les deux. Tu sais. Ouais, Donc, ouais, ça ouais. permet à ceux qui sont Ouais. prêts de se réunir, de jaser directement Ouais. avec les gens. Allô, allô, entendez-vous? Allô, allô? Petite vérification de son. Ça fonctionne? Allô, allô? OK. Allô, est-ce que tu m'entends, Samon? Allô, est-ce que ça marche, Samon? Encore une fois, une nouvelle fois, une deuxième fois. Vendu. Bingo. Moi, tu m'entends pas? Plus proche de ton micro. Là, est-ce que tu m'entends mieux? Est-ce que ça fonctionne? En mute. Ah, mais moi, Il était en mute, ça sera pas bien. j'ai rien fait, moi. Bon, là, ça marche-tu mieux, Samon? Est-ce que ça marche bien? You. OK. Puis, merci. Là, je suis mieux de muter, là. Oui, parce que quand veux-tu que je pèse dessus? Non, Parce que ça vient encore démarrer la diffusion, c'est comme si c'était pas je sais, non? Alors, on va faire ça. Toi, tu vas rester de l'autre côté pour voir. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Il est 10h30, alors nous allons commencer notre activité d'aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous en ce 8 mars, Journée internationale des femmes. Bonne fête pour celles d'entre vous qui êtes à l'écoute. Alors, pour un webinaire avec Mélanie Fontaine, Elisabeth Richards et Carole Vincent pour parler d'égalité des hommes-femmes sur le marché du travail. Mon nom est Sarah Fortin, je suis coordonnatrice au transfert des connaissances pour le réseau canadien des centres de données de recherche. Peux-tu avancer les diapos? Alors, comme vous le savez sans doute, le réseau canadien des centres de données de recherche, le RCCDR, est une infrastructure de recherche pan-canadienne, comme on va pouvoir le voir à la prochaine diapo. On s'étend d'une mer à l'autre. Voilà, merci. Alors, donc, on compte maintenant plus de 30 installations à travers tout le pays, dont celle du CIQSS ici au Québec, qui comprend lui-même 5 laboratoires à l'Université de Montréal, à McGill, à l'Université de Sherbrooke, à l'UQAM et à l'Université Laval. D'ailleurs, le webinaire d'aujourd'hui est organisé en collaboration avec le CIQSS, de sorte que nous avons des participants ici en personne,
dans les bureaux du CQSS à Montréal et en ligne pour ceux d'entre vous qui ne pouviez pas vous présenter en personne. Alors, avant de présenter nos conférencières, j'aimerais signaler que le CQSS tient son colloque Jeunes chercheurs annuel le 5 avril prochain à l'École de technologie supérieure à Montréal. On voulait aussi mentionner que les inscriptions pour l'école d'été seront bientôt ouvertes et l'école comprend encore cette année plusieurs modules pour se perfectionner avec les logiciels d'analyse et développer nos connaissances concernant différents ensembles de données. Et finalement, je voulais aussi signaler que le réseau lancera sous peu son appel à proposition pour notre conférence annuelle à nous, qui aura lieu à Halifax cette année, les 24 et 25 octobre prochains, avec des ateliers pré-conférences le 23. Alors, pour en savoir plus concernant ces différentes activités, vous pouvez vous rendre sur nos sites web respectifs que vous voyez ici dans le bas de la diapositive. Alors, donc, sans plus tarder, je vous présente nos conférencières d'aujourd'hui. Alors, Elizabeth Richards détient une maîtrise en économie de la University of British Columbia et elle travaille pour la fonction publique fédérale depuis plus de 10 ans. Elle est actuellement économiste principale de recherche à la direction des études analytiques à Statistique Canada et a publié plusieurs études concernant l'évolution du marché du travail et de l'économie en général, et concernant la situation des femmes sur le marché du travail en particulier. Je signale, c'est intéressant, je pense que c'est la première personne que nous avons à ce titre-là. Vous pouvez la suivre sur YouTube, où elle agit à titre de porte-parole de StatCan en matière d'économie. Donc, elle anime plusieurs vidéos que vous pouvez consulter sur YouTube. Nous avons également avec nous Marie-Mélanie Fontaine, qui est chercheuse et étudiante au doctorat en économie à l'UQAM. Et depuis janvier 2019, elle agit aussi comme consultante pour le ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Québec. Ses intérêts de recherche portent principalement sur les inégalités au sens large et sur le bien-être économique des femmes et le rôle des politiques publiques pour améliorer la situation en particulier. Finalement, nous avons Carole Vincent, qui détient un doctorat en économie de l'Université Laval et qui est actuellement coordonnatrice à la planification stratégique au CIQSS. C'est une spécialiste des questions du marché du travail, de la sécurité du revenu, de l'autonomie économique des femmes, de la littératie financière et de la planification pour la retraite. Au cours de sa carrière, elle a publié de nombreuses études sur ces questions, souvent en abordant sous l'angle de l'égalité des genres, d'où sa présence aujourd'hui. Elle est également l'auteure de synthèse de connaissances sur les écarts salariaux hommes-femmes qui a été publié par le réseau il y a quelques années. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, au total, les présentations vont durer environ 50-55 minutes, après quoi nous allons prendre vos questions. Pendant les présentations, veuillez noter que les micros seront automatiquement en sourdine, donc pour éviter les bruits de fond et les interférences. Je vous invite à poser vos questions par écrit, soit pendant les présentations ou à mesure qu'elles vous viendront. Pour ce faire, vous devez ouvrir le panneau de configuration. Si jamais il est fermé, vous devriez voir une petite flèche blanche dans un carré orange. Appuyez dessus et donc le contrôle s'ouvrira. Et vous verrez ensuite l'onglet questions où vous pouvez écrire les questions et je les lirai pour vous à voix haute lorsque le temps viendra. Alors, en terminant, simplement remercier nos principaux partenaires. Merci, Carole. Donc, les universités hôtes d'un CDR ou d'une antenne, bien sûr, Statistique Canada aussi, ainsi que le Conseil de recherche en sciences humaines, la Fondation canadienne pour l'innovation et les instituts de recherche en santé du Canada et les fonds de recherche du Québec qui appuient plus particulièrement le CQSS aussi. Alors, voilà, c'est tout pour moi. Merci, Carole, d'avoir accepté d'animer et de lancer la discussion ce matin sur la question de l'égalité des hommes et femmes sur le marché du travail. Et je te cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Sarah. Alors, est-ce qu'elle est là? OK, ça sera pas long. On va avoir les diapos. Qu'est-ce que... Ouais, OK. Soutien technique, s'il vous plaît. Ouais, mais
Ouais, elle est là, mais comme... Ouais, sélectionne à côté. Voilà. Ah, non, Ouais. non, Ah. Désolée. ouais, sélectionner. Ça, c'est celle de Sarah. Ouais. Ah, C'est ça que c'est. ouais. Ouais. Et ça, c'est la mienne. Ouais, maintenant, on commence. Vas-y. Ah. Ouais, c'est ça. Merci, Saman. Donc, désolée pour ce petit délai technique. Alors, merci. Je me joins à Sarah pour vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Moi, ce que je veux, j'ai fait une synthèse à la demande du réseau. J'ai collaboré étroitement avec Sarah Fortin sur la production d'une synthèse des connaissances en 2013, qu'on a publié en 2013, qui s'appelle « Pourquoi les femmes gagnent moins que les hommes ». Alors, les synthèses de connaissances du réseau, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure les études menées à travers le réseau, dans les centres de données de recherche à travers le Canada, ou plus largement avec des données accessibles dans les réseaux de recherche, dans les centres de recherche du Canada. Donc, de voir dans quelle mesure les études menées informent une question particulière de politique publique souvent. Dans ce cas-ci, c'est clairement une question de politique publique. Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes? Alors, cette synthèse de connaissances est disponible en anglais et en français. Je pense qu'elle est encore pertinente, mais il y a du chemin, il y a d'autres études qui sont ajoutées, il y a d'autres réflexions qui se sont ajoutées. Alors, je vais revenir à la synthèse pour vous dire comment je l'ai abordée. En fait, la question, je l'ai abordée en avançant 4 hypothèses qui sont pas mutuellement exclusives, mais 4 principales hypothèses, puis voir dans quelle mesure les études, dans quelle mesure il y avait de l'évidence empirique pour soutenir chacune de ces hypothèses-là. Donc, les 4 hypothèses, première, les femmes sont surreprésentées dans un nombre restreint de métiers et professions. Typiquement, les femmes sont surreprésentées sont représentées dans un nombre restreint de professions et de métiers, particulièrement des métiers qui payent moins bien. Donc, c'est une des hypothèses pour lesquelles il y a quand même pas mal de soutien empirique. L'autre hypothèse est que les femmes attachent plus d'importance aux attributs non pécuniaires de leur emploi. Troisième hypothèse qui est vraiment beaucoup en lien avec la deuxième, les responsabilités familiales plus lourdes qu'ont les femmes vont les amener à choisir des emplois qui leur permettent de mieux équilibrer travail, vie personnelle. Bon, choisir des emplois qui leur permet, en fait, c'était des choix des fois contraints parce que si elles pouvaient, elles choisiraient d'autres emplois s'il y avait une meilleure conciliation travail-famille, mais à cause de leurs responsabilités familiales plus lourdes, elles vont choisir des emplois souvent moins payants qui leur permettent de mieux équilibrer travail et vie personnelle. Et la quatrième hypothèse, c'est que dans les milieux de travail, le milieu de travail tend à récompenser un modèle qui correspond davantage à celui des hommes. On peut dire aussi qu'il pourrait exister des préjugés, des stéréotypes de genre, même voire de la discrimination en milieu de travail, qui fait en sorte que les femmes gagnent moins que les hommes. Alors, c'était les 4 hypothèses. Et là, je vais discuter un peu des constats qu'on a tirés de la synthèse et voir quelles sont les nouvelles informations qui nous permettent de dire, ah oui, celui-là tient encore la route, mais d'autres un peu moins. Alors, la première grande constatation en 2013, c'est qu'une grande part des écarts de salaire demeurent inexpliqués. Bon, on peut voir que les écarts de salaire au fil du temps rétrécissent, tant mieux. Mais à mesure que les écarts de salaire diminuent, la part inexpliquée augmente. La part inexpliquée, c'est la part qui n'est pas expliquée par les différences entre les hommes et les femmes en termes de diplôme, de choix d'occupation, d'industrie. Donc, des facteurs explicables, des facteurs observables. Donc, en tenant compte de tous ces facteurs-là, il reste une grande part des écarts de salaire qui sont inexpliqués. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est toujours pertinent comme constatation. Après que la synthèse a été publiée, il y a Tammy Schultz qui a publié dans Analyse de politique, la revue Analyse de politique, une étude qui regarde les différences
entre les provinces, les différences interprovinciales en termes d'écart de salaire, et qui regarde aussi l'approche au Oaxaca Blinder que plusieurs utilisent pour regarder, pour déterminer donc la part expliquée, la part inexpliquée des écarts de salaire. Elle l'a fait pour toutes les provinces. Et donc, la façon de lire ce graphique-là, c'est, bon, par exemple, Terre-Neuve et Labrador, car on arrive à un total d'écart de 40. Donc, les femmes gagnent 40% moins que les hommes. À l'île du Prince-Édouard, elles gagnent 15% de moins que les hommes. Donc, les écarts de salaire varient énormément d'une province à l'autre. Mais en fait, il y a des blocs. Il y a le moyen, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Manitoba. On a Terre-Neuve-Labrador, Alberta ou Saskatchewan où les écarts sont plus élevés. Puis, on a des écarts moins élevés, par exemple, à l'île du Prince-Édouard. Donc, la partie foncée, c'est la partie qui est non expliquée. Alors, si on regarde en Ontario, par exemple, où les écarts sont autour de 18%, mais il y a 12 points là-dedans qui est inexpliqué. Inexpliqué par des différences dans la profession, dans le secteur d'activité, autres incluant l'éducation. Donc, ça, cette conclusion-là, qu'il y a une grande part des écarts qui sont non expliqués et tient toujours aujourd'hui. On appelle que c'est la portion inexpliquée. On fait rarement l'étape, du moins les économistes qui s'intéressent à la question font rarement le pas additionnel de dire que c'est la part liée à la discrimination. Mais on pourrait dire que c'est la part liée à la discrimination dans le sens où ça ne s'explique pas par des facteurs objectifs. Mais on a tendance, les économistes, à dire que c'est la partie inexpliquée. Deuxième principale constatation de la synthèse, c'est qu'à cette époque, on disait qu'une plus grande diversification des choix professionnels des femmes ferait beaucoup pour réduire les écarts de salaire. En fait, on regardait les études jusqu'à là, puis de façon plus positive, on voyait qu'il y avait des études de Statistique Canada, par exemple, qui montraient que la plus grande diversification des choix professionnels au cours des 20-30 dernières années a aidé à réduire les écarts de salaire. Donc, moi, je concluais, en tout cas à cette époque-là, il faut sortir les femmes du ghetto des emplois mal payés. Il faut que les femmes explorent leurs horizons, investissent d'autres choix, d'autres occupations, d'autres industries, et ça ferait beaucoup pour réduire les écarts. Mais cette constatation-là, cette conclusion-là est beaucoup plus nuancée maintenant. En fait, une étude Les femmes et le travail rémunéré de Melissa Moiser de Statistique Canada qui, elle, a regardé ça avec des données plus récentes et qui conclut, elle, que l'écart salarial entre les sexes est dû en plus grande partie aux inégalités salariales entre les hommes et les femmes qui occupent une même profession plutôt qu'à la disparité entre la distribution des hommes et des femmes à travers les professions. Donc, je pense qu'on a fait un beau bout de chemin avec la diversification, mais là où on est rendu maintenant, c'est la bataille et de toucher le même salaire pour le même emploi. En fait, elle a évalué que si les femmes touchaient le même salaire que celui des hommes pour la même profession, on serait rendu à un ratio de 97%, donc presque la parité. Alors ça, c'est un changement par rapport à la synthèse là, qui, avec des nouvelles données, est assez intéressant, je trouve. Troisième constatation, c'est beaucoup le rôle de mère qui pénalise les femmes sur le marché du travail. Ça, depuis les études de Shirley Phipps, depuis plusieurs années, on a documenté cette idée que même en tenant compte du fait que les femmes quittent le marché du travail pendant une certaine période pour avoir des enfants, les tensions qu'ils peuvent avoir lorsqu'elles reviennent sur le marché du travail, en tenant compte de tous ces facteurs-là, il reste un écart de salaire entre les femmes qui ont des enfants et les femmes qui n'ont pas d'enfants qui n'est pas expliqué. Donc, ça, depuis Shirley Phipps, c'est clair. Et tout à l'heure, on va entendre les conclusions, les analyses de Mélanie Fontaine expressément sur cette question-là, très éclairante. Donc, qui montre que la pénalité due à la maternité est toujours là, quoique moins importante qu'avant, mais je vais vous laisser expliquer ça plus en détail.
Dernière constatation, c'est qu'il était difficile de documenter l'existence de préjugés ou de pratiques discriminatoires en milieu de travail. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes de données. Nous, dans la synthèse, l'idée, c'était de voir quelles sont les données, puis quelles sont les analyses à partir de données qui nous permettent de donner plus ou moins de soutien empirique aux hypothèses. Dans ce cas-ci, c'est difficile de documenter l'existence de préjugés, de pratiques discriminatoires en milieu de travail. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est une conclusion de Claudia Golden qui regardait dans le dernier chapitre à écrire en termes d'égalité sur le marché du travail. C'est quoi? Où est-ce qu'on est rendu? Où peut-on faire vraiment des avancées? Puis, ce qu'elle conclut, c'est qu'il doit y avoir des changements dans les pratiques sur le marché du travail. Donc, en termes d'éducation, ça, c'est réglé. Les femmes sont plus éduquées qu'avant, plus éduquées que les hommes. Elles ont des professions, ils ont diversifié leurs choix professionnels. Qu'est-ce qu'il faut vraiment changer? C'est l'idée que le marché du travail souvent récompense le modèle masculin qui est plus, puis le récompense de façon disproportionnée les gens qui travaillent des longues heures, qui ont des horaires atypiques, puis qui vivent peu d'interruptions de travail. Quelqu'un qui travaille 70 heures semaine gagne plus que le double que quelqu'un qui travaille 35 heures semaine. C'est un peu l'image, là. Donc, il y a vraiment un modèle sur le marché du travail qui est disproportionnellement récompensé, puis c'est là que ça va jouer, d'après elle, les dernières avancées pour vraiment atteindre l'égalité. Alors maintenant, où on en est, c'est le plafond de verre, le plancher de papier que j'ai découvert, mais c'est un concept qui existe, mais que j'ai découvert dans ton papier, Elisabeth. J'ai les sociologues aussi qui parlent du plafond de mer pour la pénalité de la maternité. Donc, on est aujourd'hui, en tout cas, on va parler du plafond de mer, du plafond de verre, donc la sous-représentation des femmes parmi les hauts revenus. Donc, il y avait une étude qui est sortie hier de Nicole Fortin, Marie Drolet et Anita Bonikoska. Qui donc regarde vraiment dans quelle mesure la sous-représentation des femmes dans les hauts revenus explique les écarts de salaire. Et elle montre qu'en fait, maintenant, près de 60%, plus de la moitié des écarts de salaire entre les hommes et les femmes sont dus à la sous-représentation des femmes dans les hauts revenus. Donc, il faut franchir le plafond de verre, c'est important. À condition d'y rester. Et c'est ça le plancher de papier, c'est que la plus grande probabilité des femmes d'atteindre de sortir, de drop out, de sortir des hauts revenus. Donc, c'est ça, cette idée de plancher de papier. Et bon, Elisabeth va nous en parler. L'autre concept que je trouve intéressant aussi, c'est l'ascenseur social, donc la mobilité intergénérationnelle. Et là, il y a une étude qui est sortie la semaine passée ou la semaine d'avant de l'INSEE, donc sur des données françaises, qui montrait que la progression des femmes est plus grande que des hommes. En fait, donc l'idée que les femmes atteignent une position sociale plus élevée que leur mère, définie par le revenu essentiellement, ou par la profession. Donc, il y a une grande proportion maintenant des femmes qui réussissent à atteindre une position sociale plus favorable que celle de leur mère. C'est moins vrai pour les hommes. Il y a plus de stagnation. Par contre, quand on compare les femmes à leur père, là, c'est pas aussi favorable. Alors, j'ai partagé cette étude-là avec nos collègues Marie-Connie Catrinac de l'UQAM qui m'ont ravi en me disant que justement, avec les données qu'elles ont sur la mobilité intergénérationnelle, elles vont examiner cette question-là au Canada. Donc, dans quelle mesure les filles font preuve de mobilité sociale comparé aux garçons. Donc, restez à l'affût dès qu'on a des informations, qu'on a des publications là-dessus. Je vais certainement vous en parler. Alors, je veux terminer avec une image qui est, je trouve, assez simple et parlante et une bonne transition, je pense, pour la présentation d'Elisabeth. C'est quoi le niveau de revenu? Quel est le seuil de revenu à partir duquel les hommes font partie du 1% des plus riches au Canada? Et merci à Elisabeth d'avoir produit les données les plus récentes. Et quel est le revenu des femmes? Donc, à 279 000, un homme, ça prend 279 000 de revenus annuels pour faire partie des 1% les plus riches parmi les hommes. Et ça prend
seulement 170 000 pour les femmes. Donc, ça donne quand même une idée il y a du travail à faire pour une meilleure égalité. Donc, pour moi, ça fait le tour. Je suis vraiment contente d'accueillir Elisabeth et Mélanie aujourd'hui qui vont vous donner des résultats de recherches récentes qu'elles ont faites. Alors, je passe la parole à Elisabeth. Merci. OK, on revient. On revient où? On ferme celle-là. On prend... Allô? Est-ce qu'on peut faire un test? Ça va? OK. Oui? OK, bonjour, ici Elisabeth Richards. Merci beaucoup à Carole et à son équipe de m'avoir invitée. C'est un sujet qui me passionne, donc je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des femmes avec vous. Donc, ça me fait plaisir. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment vous donner juste quelques résultats d'un article que j'ai publié récemment. C'est vraiment la première comparaison entre les hommes et les femmes des groupes de revenus élevés qu'on a fait pour le Canada. Je vais commencer par vous donner un peu de contexte pour la littérature. Carole a déjà fait une excellente revue. Puis je vais juste présenter quelques résultats, puis j'espère qu'on peut commencer à avoir une discussion qui va avoir des bonnes questions et j'ai hâte aussi d'entendre ce que Mélanie a à nous présenter. Donc, on sait que malgré beaucoup de progrès pour les femmes au niveau de la scolarité au cours des dernières décennies, les femmes sont encore sous-représentées dans les groupes de revenus supérieurs et les femmes gagnent encore moins d'argent que les hommes. Au cours des dernières décennies, on a vu la part des revenus supérieurs au Canada devenir plus important. Donc, la part des revenus du top 10%, du top 5%, du top 1%, si on regarde la proportion de tous les travailleurs, devenir plus important. Et ça a vraiment motivé les chercheurs comme le Mieux Ridel d'étudier les Canadiens avec des revenus élevés. Donc, comment est-ce qu'ils sont différents de la population générale, des travailleurs? Et ce qu'ils ont trouvé sur une étude sur le top 1%, c'est que c'est un groupe de gens qui sont quand même assez semblables, à un niveau de scolarité élevé, ils travaillent des longues heures et ils sont plus susceptibles de travailler dans certaines professions, comme les cadres supérieurs, la santé, aussi dans l'industrie de la finance. C'est ce qu'on sait sur le top 1%. Qu'est-ce qu'on sait pour les différences entre les hommes et les femmes dans les groupes de revenus supérieurs? Il y a quelques faits, Carole en a présenté déjà. Donc oui, le plancher de papier, il y a un article très intéressant qui a été fait aux États-Unis sur les femmes et les hommes dans les groupes de revenus supérieurs. Et une de leurs conclusions, c'était que le plancher de papier, donc les femmes étant plus susceptibles que les hommes d'atteindre, disons le top 1%, et puis ensuite d'avoir un revenu plus bas. Le plancher de papier était vraiment important dans les années 1980 et là, on voit vraiment que c'est moins important aujourd'hui. Il y a une étude aussi de professeur Fortin, qui est vraiment une experte et qui a vraiment contribué à la littérature dans ce domaine, qui regarde l'impact de la sous-représentation des femmes dans les groupes de revenus supérieurs. Et comme Carole a mentionné, même si on contrôle pour l'âge, le niveau de scolarité, la profession et l'industrie, la part de l'écart de rémunération qui est expliquée par la sous-représentation demeure très importante et la part a aussi augmenté si on regarde les 10-20 dernières années. Pour approfondir cette analyse, mes collègues ont travaillé avec Nicole Fortin pour publier un article qui a été publié hier. Donc, je vous recommande fortement de le lire. C'est excellent. Ils ont fait une simulation de différents scénarios. Qu'est-ce qui se passe avec l'écart de rémunération si on enlève la ségrégation professionnelle? Qu'est-ce qui se passe si on enlève la ségrégation
verticale, ce qui veut dire que les femmes auraient le même niveau de revenus que les hommes dans les industries où elles travaillent en ce moment. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la persistance de l'écart de rémunération est vraiment expliquée par le fait que les femmes n'atteignent pas les mêmes groupes de revenus que les hommes dans leurs industries. Donc, une femme en santé qui aurait peut-être pas le même niveau de revenus qu'un homme en santé. Donc, je vous encourage de consulter ces études. Donc, on sait que pour le top 1%, c'est principalement des hommes. On connaît leurs caractéristiques, mais on ne connaît pas beaucoup les différences entre les hommes et les femmes pour le groupe de 1% ou les groupes de revenus supérieurs. Donc, il y a une lacune en matière d'information dans la littérature. Quelles sont les caractéristiques des femmes qui appartiennent à la tranche supérieure de 1%? Comment est-ce qu'elles sont différentes des hommes dans la tranche supérieure de 1%? Est-ce qu'il y a des différences en termes de revenus? Est-ce qu'il y a des différences en termes d'heures travaillées? De ce que Carole nous a dit, ça suggère que peut-être qu'il y a beaucoup de différences importantes ici. Donc, ce que j'ai fait, ça a vraiment motivé mon analyse et j'ai utilisé les données du recensement de 2016. Le top 1%, c'est quand même un groupe assez petit. Donc, les données du recensement nous offrent la possibilité de faire un profil très détaillé pour un groupe de la population qui est relativement petit. J'ai utilisé le revenu total pour calculer les seuils et le revenu total inclut les revenus provenant d'un travail autonome et les revenus de placement qui sont assez importants pour les Canadiens avec des revenus élevés. Mon analyse pour le papier vraiment regarde les différences entre les hommes et les femmes du top 1%, donc les travailleurs qui avaient un revenu total de 270 000 ou plus. Par contre, les résultats sont présentés pour tous les groupes de revenus. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez regarder le top 5%, comment est-ce que c'est différent des tendances pour les groupes inférieurs de 90%, donc les gens, les travailleurs avec 105 000 ou moins, vous pouvez faire l'analyse vous-même. La raison pourquoi j'ai choisi le top 1%, les tendances étaient relativement semblables avec le top 5%, mais les écarts étaient toujours plus prononcés pour le top 1%. Puis c'est vraiment des travailleurs qui ont des caractéristiques semblables. Donc, il y avait une histoire très, très importante et très claire pour le top 1%, mais je vous encourage, si ça vous intéresse, de regarder les autres groupes de revenus. Juste pour commencer, si on regarde les travailleurs, les femmes représentaient un travailleur sur 5 de la tranche supérieure de 1% en 2015. Et juste pour comparer, les femmes représentent un travailleur sur 2 au Canada. Donc, on voit une sous-représentation. En total, il y avait 35 000 femmes et 137 000 hommes qui faisaient partie du top 1%. On voit de la progression si on compare au recensement de 2006. C'était de un travailleur sur 6 en 2006 pour la tranche supérieure de 1%. So, oui, on voit de la progression. Par contre, les femmes demeurent sous-représentées. Je veux aussi noter qu'il y avait une représentation relativement... les immigrants étaient relativement bien représentés dans le top 1% si on compare avec leur représentation dans la population active. Par contre, les minorités visibles et les peuples autochtones étaient clairement sous-représentés. Donc, une femme sur 7 de la tranche supérieure de 1% qui appartenait à une minorité visible comparée à une sur 5 dans la population active. Et pour les peuples autochtones, ils représentaient environ 4% des travailleurs au Canada et juste 1% du groupe de la tranche supérieure de 1%. Donc, c'est important aussi de regarder en termes de diversité la sous-représentation qu'on observe. Généralement, les femmes de la tranche supérieure de 1% étaient plus jeunes que leur homologue masculin et avaient un niveau de scolarité un peu plus élevé. Ils étaient plus susceptibles d'avoir un baccalauréat ou un degré en médecine. Si on regarde les écarts en termes des domaines d'études pour les femmes et les hommes, on voit des écarts assez importants. Et l'écart le plus important est pour l'architecture, génie et services connexes. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe dans la répartition des revenus au Canada. On voit que les femmes sont moins susceptibles d'avoir étudié dans les STGM, si je dis ça correctement en français. Et vraiment, on voit, il y a du travail de mes collègues à Statistique Canada qui souligne que les jeunes femmes sont encore moins susceptibles que leurs homologues masculins d'étudier dans ces domaines. Et même quand elles étudient dans ces domaines, elles sont moins susceptibles de travailler dans des domaines de STGM. Donc, c'est l'écart le plus important. Je veux aussi souligner quelques autres écarts. Donc,
les hommes qui étaient plus susceptibles que leur homologue de sexe masculin d'avoir étudié dans le commerce, gestion et administration publique, alors que les femmes étaient plus susceptibles d'avoir étudié dans les sciences sociales et aussi en santé. On voit des écarts importants en santé. Et ces écarts sont aussi comparables à ce qu'on observe pour les professions. Donc, on voit quand même une ségrégation pour le groupe du 1% assez importante. Les femmes sont presque 2 fois plus susceptibles que les hommes de travailler en santé, alors que les hommes sont beaucoup plus susceptibles de travailler en gestion, notamment dans les cadres supérieurs. Donc ici, on voit, c'est presque 2 fois, donc 20% des femmes dans le groupe du 1% qui exerçaient des professions de santé. Et je veux noter que les femmes ont fait beaucoup de progrès en termes de la médecine au cours des dernières décennies. Donc maintenant, on voit un médecin de famille sur 2 qui est une femme et un spécialiste sur 3 qui est une femme. Donc, il y a beaucoup de progrès pour les femmes en médecine, en santé. On le voit dans le top 1%. Une autre occupation ou profession où on a vu beaucoup de progrès pour les femmes, c'est dans les finances. Aussi dans la comptabilité où on a vu beaucoup de progrès au cours des dernières décennies. Donc, on voit que les femmes sont relativement bien représentées dans les affaires, finances et administration. Par contre, on voit cet écart dans la gestion. Environ 41% des hommes du groupe de 1% qui travaillaient dans la gestion contre 31% des femmes. Et la majorité de l'écart s'explique par la représentation dans les cadres supérieurs. Si on regarde le Canada, le total pour le Canada, on avait un cadre supérieur sur 4 qui était une femme. Si on regarde dans le top 1%, c'était un cadre supérieur sur 7. Donc, on voit la représentation qui diminue avec des niveaux de revenus plus élevés. Et c'est vraiment des occupations qui sont assez importantes pour le Canada en termes de prise de décision pour les corporations, pour les organisations. Je veux aussi noter que, comme ce qu'on a vu pour l'éducation, il y a encore l'écart pour les sciences naturelles, où encore on voit que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de travailler dans cette profession. Je veux aussi noter que, comme la littérature, où on voit que la ségrégation professionnelle devient plus importante avec le temps, ces écarts sont devenus plus importants si on compare avec les données de 2006. Donc, on voit vraiment comme ces écarts et ces rôles devenir plus importants pour le groupe du 1%. Si on regarde la situation familiale, on sait généralement de la littérature qui existe sur les Canadiens de revenus élevés, qui sont plus susceptibles que la population générale d'être mariés ou d'avoir un conjoint et aussi d'avoir des enfants. Donc, c'est un groupe qui est très unique de cette manière, avec des différences très importantes entre les sexes. Donc, on voit tout de suite que les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'être mariés ou d'avoir un conjoint. C'est environ 88% des hommes contre 77% des femmes. Comme ce qu'on observe partout dans la répartition des revenus, les femmes sont plus susceptibles à être parents seuls, à être mères seules. Ça, c'est quelque chose qui est cohérent dans tous les groupes de revenus. Par contre, les femmes étaient plus susceptibles que leur homologue masculin de vivre seules ou avec des personnes non apparentées. Et là, c'est vraiment la tendance reverse de ce qu'on observe pour le groupe de revenus inférieur de 90%. Donc, les travailleurs avec un revenu total de 105 000 ou moins, ou c'était les hommes qui étaient plus susceptibles de vivre seuls ou avec des personnes apparentées. Donc, on voit vraiment le contraire pour le groupe du 1% qui est très intéressant. Pour les enfants, on voit encore que les femmes sont moins susceptibles que leur homologue masculin d'avoir des enfants et quand elles avaient des enfants, elles en avaient moins. Donc, vous pouvez voir que les hommes étaient plus susceptibles d'avoir 2, 3, 4 enfants. Je veux noter que les tendances que j'ai mentionnées pour la famille et pour les enfants sont comparables pour les travailleurs de l'âge principal, donc de 25 à 54 ans, et aussi que les tendances sont relativement inchangées au cours des 10 dernières années. Donc, on ne voit pas beaucoup de changements pour ces écarts si on compare aux données de 2006. Les écarts entre les sexes en matière de revenus, c'est un sujet très intéressant, puis Carole a déjà mentionné l'étude de Claudia Golden aux États-Unis qui est excellente. Et ce que Claudia Golden dit aussi, c'est que les écarts de revenus sont plus importants dans les professions où les travailleurs vont travailler de longues heures, tandis que
sont moins importants en santé, où la relation entre les salaires et les heures travaillées est plus linéaire. Donc, si je suis un médecin, j'ai quelqu'un qui arrive avec une grippe, c'est quelque chose d'habitude que c'est assez standard ce que je vais charger pour la consultation. Lorsqu'on va en gestion, dans les cadres supérieurs, en affaires, là, ça devient beaucoup plus complexe. La relation avec les heures travaillées, aussi les réseaux sociaux, la négociation, c'est là où la littérature montre qu'il y a vraiment plusieurs aspects qu'il faut considérer. Donc, c'est ce qu'on voit pour le groupe du 1%. On voit des écarts très importants pour la gestion, les affaires, des écarts moins importants pour la santé. Si on contrôle pour l'âge et les heures travaillées, on voit les écarts pour les sciences naturelles. L'écart devient plus petit. Par contre, il n'y a pas beaucoup de changements dans l'écart pour la gestion, les affaires et le secteur de la santé. Ce qui indique qu'il y a vraiment plus de travail à faire pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici pour les Canadiens avec des revenus élevés. Il y a le Canadian Center for Policy Alternatives qui ont publié quelque chose pour vraiment le top, je pense que c'était peut-être le top 200 des cadres supérieurs des grosses compagnies publiques au Canada. Puis ils ont noté qu'une partie de l'écart s'explique par la taille de la compagnie, par certains aspects, mais il reste quand même une grande partie qui n'est pas expliquée par cette analyse. Donc, c'est vraiment un début d'analyse. Il faut encore creuser un peu plus pour comprendre toutes les tendances. Si on regarde les heures travaillées, donc on sait généralement que les Canadiens avec des revenus élevés sont plus susceptibles que la population générale de travailler de longues heures. Entre les hommes et les femmes, on voit des différences assez importantes. Donc, on voit les personnes qui vivent seules ou avec des personnes non apparentées ou ceux qui n'ont pas d'enfants travailler des mêmes heures, environ 46 heures, les hommes et les femmes. Où on voit des différences, c'est lorsque les femmes ou les hommes sont mariés ou ils ont des conjoints. On voit ici les femmes avec un conjoint qui ont travaillé une moyenne de 42 heures, donc 5 heures de moins que leur homologue masculin. Et c'est environ la même tendance pour celles avec 1 ou 2 enfants. On voit quand même le même écart d'environ 5 heures. Pour les femmes, le nombre d'heures travaillées avait diminuer avec le nombre d'enfants, alors que pour les hommes, c'est le contraire. Le plus d'enfants qui ont le plus d'heures travaillées qu'on va voir. Donc, pour vous donner juste un exemple, pour les hommes et les femmes du 1% qui avaient 4 ou 5 enfants, les hommes travaillaient 48 heures et les femmes 38. Donc, on voit l'écart vraiment qui est plus important, le plus d'enfants qu'il y a. Ces différences suggèrent vraiment quelques hypothèses pour regarder la division du travail dans les ménages. Donc ici, c'est des données de 2006 qui permettent une analyse. Malheureusement, les données pour 2016 n'étaient pas disponibles, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans la situation familiale, dans les données, ça nous offre quand même une belle analyse pour comprendre un peu plus. Et on voit très vite que même dans le top 1%, vraiment des travailleurs qui ont un revenu total de 270 000 ou plus, les femmes faisaient quand même plusieurs heures de travail non rémunéré. Donc, on voit que les femmes étaient 2 fois plus susceptibles que les hommes de faire 15 heures ou plus de tâches ménagères. Et on voit aussi pour ceux et celles avec des enfants que les écarts étaient importants. Donc, les femmes, 45% des femmes qui faisaient 15 heures ou plus de travail non rémunéré avec leurs enfants, comparé à 25% des hommes du groupe de 1%. Donc, quand même des différences importantes. Donc, juste pour vous donner une conclusion assez brève, on voit vraiment que les femmes ont emprunté un parcours différent que les hommes pour atteindre les groupes de revenus supérieurs. Il y a des écarts professionnels importants avec les femmes qui sont plus susceptibles d'être en santé, principalement comme médecins, et qui sont sous-représentées dans la gestion, particulièrement au niveau supérieur. Et on voit ces écarts et la ségrégation professionnelle devenir plus importants si on compare avec les données de 2006. Il y a aussi des différences importantes si on regarde la situation familiale, le nombre d'enfants, où les femmes du groupe de 1% sont plus susceptibles que leur homologue masculin de vivre seules ou de ne pas avoir d'enfants. Et quand elles avaient des enfants, elles en avaient moins.
Ces dynamiques sont reflétées si on regarde le nombre d'heures travaillées. Donc, les hommes et les femmes du groupe de 1% qui n'avaient pas d'enfants ou qui vivaient seuls travaillaient le même nombre d'heures. Où on voit les différences, c'est quand les hommes et les femmes avaient un conjoint ou il y avait des enfants. Et juste pour finalement pour dire que oui, on voit des écarts assez importants pour les salaires moyens pour les hommes et les femmes du groupe de 1% dans la gestion, dans les affaires, des écarts moins importants pour la santé. Donc, ce qui suggère vraiment des expériences différentes pour les femmes qui sont en santé versus les femmes qui sont en affaires ou en gestion, si on regarde le parcours pour les groupes de revenus supérieurs. Merci. Question plus tard. Okay. Alors, on va garder la période des questions pour après la présentation de Mélanie. Par contre, pour ceux qui nous écoutent en ligne, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les écrire dès maintenant. Comme ça, on pourra démarrer tout de suite après la présentation. Merci. Alors, on va sortir d'ici. Est-ce qu'il est à l'envers? Ah, ok, on peut bouger. Ok, parfait. Ouais. Ok. J'espère que ça va pour le son. Ouais. Ok, parfait. Donc, merci pour l'invitation, Carole, puis le réseau canadien des centres données de recherche. Donc, ma présentation, en fait, elle est dans la continuité, en fait, de ce qui a été déjà fait ce matin, puisque plus spécifiquement, en plus de regarder les différences de salaire qui existent entre les hommes et les femmes, on va regarder un gap supplémentaire, c'est-à-dire les différences qui existent entre les hommes qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, et ceux qui ont des enfants, pardon, et également les différences spécifiquement qui existent entre les femmes qui ont des enfants et celles qui n'en ont pas. Ok, donc je vais aller... faut que je reste ici pour le... Ah oui, c'est vrai, oui. Donc je vais aller rapidement pour la motivation, puisque Carole et Elisabeth l'ont très bien fait tout à l'heure. Donc oui, c'est certain qu'il y a des différences de salaire qui existent entre les hommes et les femmes et qui ont grandement diminué à travers le temps, donc même si elles persistent encore aujourd'hui, notamment avec différents facteurs. Puis en fait, une des hypothèses en fait qui a été soulevée dans la littérature et qui expliquerait pourquoi est-ce qu'on a toujours des écarts persistants aujourd'hui, c'est la parentalité. Donc, pour mettre un peu en lumière donc, ce lien qui semble exister donc, entre la parentalité et les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, donc j'ai trouvé intéressant de présenter ce graphique-là. Donc, ça présente donc, les trajectoires temporelles des hommes et des femmes séparément, puis aussi séparément en fonction du statut parental. Puis, ce qu'on voit, c'est que les différences de salaire qui existent entre les hommes et les femmes qui ont des enfants, donc les lignes en pointillé, sont beaucoup plus marquées que les différences qui existent entre les individus qui n'ont pas d'enfants. Puis une des hypothèses qui est soulevée, et que comme l'a mentionné Elisabeth, c'est qu'il y a une spécialisation qui se fait au sein des couples par an, c'est-à-dire que les hommes vont se spécialiser dans le travail rémunéré, donc les emplois, tandis que les femmes vont se spécialiser dans le travail non rémunéré, donc les tâches domestiques, puis les soins aux enfants. Donc, clairement, il semble que la parentalité, c'est un facteur déterminant dans la différence de salaire qui existe entre les hommes et les femmes, et surtout aujourd'hui. Puis, dans la littérature anglophone, en fait, on appelle ce phénomène le family gap. Puis, plus spécifiquement, si ça concerne les femmes, on va appeler ça le motherhood penalty. Puis, si ça concerne les hommes, le fatherhood premium, ou alors le bonus à la paternité. Donc, le family gap, ça mesure en fait les différences de salaire qui existent entre les parents et les individus qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas expliquées en fait par des différences de capital humain, donc des différences d'heures travaillées ou alors des différences de niveau d'éducation. Donc, si on fait un rapide survol de la littérature qui existe déjà à ce sujet, donc ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, donc il y a une étude qui a été publiée en 2014.
puis qui ont montré qu'il y a des pénalités en fait de l'ordre de 7,5%, mais seulement pour les mères qui ont 2 enfants et plus. Donc, il n'y a pas de pénalités qui sont statistiquement significatives, une fois qu'on contrôle pour toutes les caractéristiques observables, entre les femmes qui ont juste un enfant et celles qui n'ont pas d'enfant. Et puis aussi que ces pénalités ont quand même diminué un peu à travers le temps, même si elles persistent encore aujourd'hui. Puis en France, si on regarde le même type d'études, d'analyse, donc effectivement, on a aussi des pénalités qui sont de l'ordre de 4,4% et 10% pour les mères de 2 et 3 enfants respectivement, mais uniquement dans le secteur privé. Donc, on ne trouve rien, en fait, dans le secteur public. Puis, si on regarde les pays comme le Danemark, mais c'est généralement le cas pour les pays scandinaves, mais on ne trouve pas de pénalité statistiquement significative pour ces pays-là. Puis, qu'est-ce qui se passe au Canada? Puis, en fait, à notre connaissance, il y a seulement 2 études qui spécifiquement se sont penchées sur la question avec des données canadiennes. Donc, la première, elle a été publié donc par Phipps et ses co-auteurs en 2001. Donc, ils ont réalisé une coupe transversale en utilisant l'enquête sociale générale de 1995. Et ce qu'ils ont estimé comme pénalité, donc une fois qu'on prend en compte pour toutes les différences de capital humain, d'heures travaillées, d'éducation, etc., et même en prenant en compte le temps passé en dehors du marché du travail, eh bien, on trouvait quand même des pénalités de l'ordre de 12,5% entre les mères et les femmes sans enfants. Donc, par contre, elles ont regardé un cas particulier aussi. Donc, ce sont les mères qui sont retournées rapidement au même emploi après leur congé maternité. Puis, par contre, pour ce groupe spécifique-là de mères, elles ne trouvaient pas de différence statistiquement significative. Donc, la dernière étude publiée, donc, elle a été en 2010. Donc, lui, il a utilisé des données longitudinales, puis il a regardé, il a estimé les différences de revenus quelques années avant la naissance d'un enfant, puis quelques années après. Puis ce qui s'est aperçu, c'est qu'il y a des pénalités qui sont de l'ordre de 40% au moment de la naissance d'un enfant et qui sont totalement résorbées 7 ans après. Donc, rapidement aussi passer sur les hypothèses qui sont derrière en fait ce family gap et les facteurs en fait qui expliqueraient pourquoi est-ce que les mères gagneraient moins que les femmes sans enfants. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, Carole puis Elisabeth, il y a une certaine dépréciation du capital humain, du fait que les femmes qui ont des enfants se retirent plus longtemps du marché du travail. Donc, comparativement aux autres femmes, elles vont accumuler moins d'expérience professionnelle. Puis également le choix de carrière différent. Donc, je pense qu'on peut passer rapidement sur ce point vu la présentation d'Elisabeth. Donc, il y a les responsabilités familiales. Donc, les femmes supportent encore aujourd'hui une part disproportionnellement grande des tâches ménagères puis des soins aux enfants. Ce qui fait que, étant donné qu'elles doivent combiner les deux, le travail puis la vie familiale, elles vont peut-être choisir de s'investir moins dans la vie professionnelle, pouvoir garder du temps et de l'énergie pour s'occuper des enfants et de la maison. Donc, elles vont, par exemple, être moins enclines à faire des heures supplémentaires ou alors à accepter des postes qui entraînent en fait de faire des déplacements à l'étranger long, etc. Puis il y a également la question des discriminations des employeurs qui est difficile à mesurer, mais je tombais sur un article qui est vraiment très intéressant, qui a été publié en 2007, donc sur des données américaines, mais qui, je pense, reflète une réalité qui est aussi présente au Canada puis au Québec, de manière générale. C'est que les chercheurs ont envoyé des CV fictifs identiques, totalement identiques, sauf basés sur 2 caractéristiques, le sexe, puis le statut parental. Puis ce qu'ils ont trouvé comme résultat est assez éloquent, c'est que sans grande surprise en fait pour les femmes avec enfants, elles avaient moins de taux de réponse, avaient un taux de réponse plus faible que les femmes sans enfants, alors que les hommes avec enfants étaient plus souvent rappelés que les hommes sans enfants. Donc il y a aussi cette part de discrimination sociale en fait que font face en fait les hommes et les femmes différemment en fonction de leur statut parental, qui fait que les hommes avec enfants sont vus comme plus désirables d'un point de vue des employeurs, alors que les femmes avec enfants sont un peu plus perçues comme des boulets, donc elles vont un peu plus souvent s'absenter du marché du travail à cause des enfants, etc. Donc, il y a également la question de l'hétérogénéité inobservée. Donc, c'est simplement l'idée que les hommes et les femmes qui décident d'avoir des enfants et ceux qui décident de ne pas en avoir sont des individus qui sont différents en termes d'habilité, mais aussi de préférence. Donc, ils vont faire des choix de carrière qui sont différents aussi, puis qui vont affecter différemment aussi leurs futurs revenus.
Donc pour ce qui est de la base de données que j'ai utilisée en fait pour l'analyse, donc c'est une enquête canadienne donc qui s'appelle l'étude longitudinale et internationale des adultes. Donc on a utilisé les 3 premières vagues qui sont disponibles jusqu'à maintenant dans les centres de données de recherche. Puis l'échantillon de cette enquête-là. Donc en fait, il s'agit de suivre en fait des membres permanents. Donc c'est vraiment une enquête longitudinale. Donc, les membres permanents sont ceux qui ont été sélectionnés pour la vague 1, puis on va les interroger à chaque 2 ans, puis on va rajouter en fait leurs futurs enfants, puis les membres en fait qui vont se joindre au ménage. Donc, il y a un contenu de base en fait à travers les vagues. Donc, on a des informations sur le travail, l'éducation, la santé, la famille. Donc, on peut spécifiquement aller identifier la présence d'enfants au sein des ménages. Donc, l'autre avantage avec cette enquête-là, c'est qu'elle est appareillée en fait avec des données fiscales. Donc, on a les revenus personnels et familiaux des individus, puis on peut remonter jusqu'à 30 ans environ. Puis, on a également accès au fichier T4, qui est les données sur les gains et les employeurs. Puis, pour celle-ci, on peut remonter jusqu'à 2000. Donc, pour ce qui est de l'échantillon considéré, donc on va considérer un échantillon de parents balancés, c'est-à-dire ceux qui sont continuellement observés 5 ans avant la naissance de leur premier enfant et 10 ans après. Puis on va également regarder uniquement ceux qui ont eu leur premier enfant entre 1987 et 2005 pour pouvoir les observer continuellement jusqu'en 2015 et qui ont eu un premier enfant entre 20 et 40 ans. Donc ça nous mène à un échantillon d'environ 3000 mères et 3000 pères répartis sur l'ensemble des provinces canadiennes. Pour ce qui est des hommes et des femmes sans enfants, donc étant donné les restrictions qu'on faisait sur les parents, puis si on voulait avoir un contrefactuel qui est quand même similaire, donc j'ai utilisé en fait une méthode d'appariement pour aller matcher donc chaque individu sans enfant à un parent qui lui ressemble le plus, puis je leur ai attribué une naissance fictive. Donc je vais pouvoir faire des comparaisons temporelles de cette façon-là. Puis donc j'ai obtenu un échantillon d'environ 1700 femmes et 1700 hommes sans enfants. Donc pour ce qui est de la méthodologie, donc on a emprunté une méthodologie qui a été utilisée aussi dans un papier très récent qui a été publié par Cleven et ses co-auteurs et qui ont utilisé des données danoises vraiment impressionnantes avec des millions d'observations. Donc en fait l'idée c'est de construire. Donc le paramètre d'intérêt ici ce serait le bêta-taux ici qui serait un indicateur pour la présence d'un enfant entre moins 5 ans puis 10 ans après la naissance du premier enfant. Puis on va omettre en fait le taux est égal à moins 2. Donc chaque coefficient qu'on va obtenir va être interprété relativement au revenu en fait que la personne avait 2 ans avant la naissance de son premier enfant. Donc on va également ajouter des effets fixes d'âge, temporel, etc. Puis dans certains modèles aussi des effets fixes individuels. Donc on a gardé en fait les revenus en niveau plutôt que de prendre en log, puisqu'on voulait conserver en fait les femmes qui étaient sorties du marché du travail et qui avaient des revenus de 0 à ce moment-là. Donc on va ensuite convertir les coefficients estimés en pourcentage. Donc pour ça, on va aller chercher donc chaque coefficient estimé, le bêta-taux ici, puis on va aller le diviser par l'espérance moyenne en fait des valeurs prédites du modèle de l'équation 1 si on nommait la contribution pour les événements T. Donc en fait, le P de taux ici va nous donner en pourcentage l'effet d'avoir un enfant relativement au contrefactuel sans enfant. Donc ici, voici les résultats de notre modèle de base. Donc juste rappeler que c'est encore un travail qui est en cours. Donc ce ne sera probablement pas les résultats définitifs, mais je ne pense pas que les tendances vont changer. Donc à gauche, en fait, c'est les résultats du modèle pour lesquels on n'a pas d'effet fixe individuel. À droite, les modèles avec des effets fixes. Donc la courbe rouge en pointillé ici, ça représente les coefficients pour la régression des femmes, des mères. Puis la courbe solide en bleu ici, c'est les coefficients pour les pères. Donc ce qu'on voit, c'est que les années précédant la naissance du premier enfant, donc les hommes et les femmes ont des trajectoires de revenus qui sont très similaires, qui ne sont pas statistiquement significatives en tout cas. Puis à partir du moment où le premier enfant arrive, on a une baisse qui est quand même drastique pour les femmes, aux alentours de 60%. Donc là encore, je rappelle qu'on a inclus beaucoup de zéros ici, donc c'est pour ça que ça pourrait paraître impressionnant. Puis la pénalité de long terme, en fait, si on peut dire ça, donc 10 ans après la naissance de leur premier enfant, donc au mieux, les femmes ont 40% de leurs revenus de ce qu'elles avaient 2 ans avant la naissance de leur premier enfant.
Puis le deuxième graphique, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter? Ça mesurait plutôt la variation intra-individuelle et on verrait plutôt combien de temps est-ce que ça prend à une personne spécifiquement pour retrouver les revenus qu'elle avait 2 ans avant la naissance de son premier enfant. Puis on voit que pour les femmes, ça prendra entre 6 à 9 ans pour qu'elles retrouvent ces revenus moyens-là. Puis pour les hommes, ils ne sont pas vraiment affectés en fait sur le marché du travail par l'arrivée de leur premier enfant. Puis, on a ensuite spécifiquement regardé ce qui se passait en fonction de la région de résidence. Puis ici, donc, j'ai regroupé j'ai séparé donc les données en fonction de 4 provinces, si on peut dire ça comme ça. Puis, ce qu'on voit, c'est que la courbe pointillée en bleu ici, donc ça représente la région du Québec. Puis, on voit que ce qu'il en ressort, c'est que les trajectoires de revenus sont quand même très différentes de ce qui se passe dans le reste du Canada. Donc, il y a une chose qui pourrait affecter cette tendance-là, c'est le nombre d'enfants. Donc, on sait que le taux de fécondité au Québec, il est plus faible que ce qui est dans le reste du Canada. Donc, même si on mesure en T0 l'impact du premier enfant, dans les années subséquentes, il y a quand même l'impact des autres enfants. Donc, on pourrait dire que le fait qu'au Québec, les femmes retrouvent un revenu pré-naissance plus rapidement, c'est parce qu'il y a moins d'enfants. Donc, pour justement essayer d'aller gratter un peu plus dans cette analyse-là. Donc, si on neutralise en fait l'effet des autres enfants et qu'on regarde seulement les trajectoires de revenus des femmes qui ont juste un seul enfant, ce qu'on voit, c'est que les trajectoires sont, que la tendance ressort quand même. C'est-à-dire que au Québec, la situation des femmes au niveau de leurs revenus, c'est quand même mieux que ce qu'il y a dans le reste du Canada. Donc, pour aller chercher une implication un peu plus causale pour ça, donc on va se pencher au niveau des politiques familiales qui sont disponibles au Canada et spécifiquement au Québec. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2001, donc chaque province canadienne en fait décidait de ce propre régime d'assurance parentale. Donc, en 2001, il y a eu une réforme parentale qui visait à bonifier en fait les congés parentaux et à uniformiser le tout entre les provinces. Puis spécifiquement au Québec, comme politique familiale qu'il y a eu, c'est la création donc en 1997 des garderies subventionnées. Donc, la première année où ça a été instauré, c'était seulement les enfants de 4 ans qui étaient éligibles donc au service de garderie à taux préférentiel. Puis, en 2001, la même année en fait que la réforme du programme fédéral, tous les enfants de 0 à 4 ans étaient éligibles aux garderies subventionnées. Puis, il y a eu également au Québec la création du régime québécois d'assurance parentale. Donc, le Québec, en 2006, s'est retiré du programme fédéral et a créé son propre régime d'assurance parentale qui est aussi plus avantageux que ce qui est au fédéral. Donc, si on veut aller étudier l'effet en fait de ces réformes sur les trajectoires de revenus des mères, donc on va utiliser deux modèles différents. Donc, le premier, c'est juste une simple différence pour laquelle on va regarder l'effet, les trajectoires de revenus des mères qui ont eu un enfant avant 2001 versus celles qui ont eu un enfant après. Puis, dans le deuxième modèle, on va aller spécifiquement regarder quel est l'effet combiné en fait des politiques familiales qui existent au Québec. Donc, voici donc les résultats du premier modèle. Donc, on voit que la réforme de 2001, ça a eu un impact général au Québec sur les trajectoires de revenus des femmes. Malheureusement, si on retire le Québec de cette analyse-là, on voit que l'effet est beaucoup plus modéré. Donc, c'est pas seulement le fait d'avoir eu plus de congés parentaux, puis d'avoir eu un meilleur taux de remplacement qui a entraîné ces effets-là, mais c'est surtout aussi la combinaison avec les services de garde subventionnés. Et c'est justement en fait ce qui nous permet d'appuyer cette hypothèse-là. Donc, ce graphique-là, on voit que effectivement, la situation des femmes au Québec qui ont eu un enfant après 2001 sont vraiment meilleures que les autres trajectoires de revenus. Donc, pour conclure rapidement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, la maternité, ça avait un effet négatif sur le revenu des mères en moyenne au Canada. Puis que, en revanche, en fait, les pères, leurs revenus ne semblaient pas affectés par l'arrivée d'un enfant. Donc, on a trouvé des différences importantes entre le Québec et les autres provinces canadiennes qu'on peut probablement liées en fait à la présence de politiques familiales qui sont plus avantageuses au Québec.
Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'on devrait arrêter nos efforts ici, puisque si on va gratter un peu plus spécifiquement, puis on regarde certains groupes de femmes, comme par exemple celles qui ont un niveau d'éducation plus faible, ou alors celles qui ont eu un enfant plus jeune que la moyenne d'âge, ben, les pénalités sont plus élevées que la moyenne, même au Québec. Donc, ça termine ma présentation et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Mélanie. Merci, Elisabeth, et merci, Carole. Alors, il est 11h30, ça nous laisse une bonne demi-heure, en fait, pour discuter avec nos présentatrices. Alors, je rappelle aux gens qui nous écoutent en ligne, je vous invite à écrire vos questions et si jamais ça vous tente, vous pouvez essayer de lever la main aussi. Je pourrais peut-être, vu que nous sommes en petit comité, ouvrir vos micros. On pourrait essayer de voir si je peux vous donner la parole et vous pourriez poser vos questions en personne. Alors, faites-moi signe, cliquez sur votre petite icône, levez la main ou écrivez vos questions dans l'onglet prévu à cette fin. Et je vais peut-être commencer avec les gens dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Un instant, il faut que tu parles, puis présente-toi. Catherine Blanchard-Goujon. Ah, d'accord. Catherine Blanchard-Goujon, coordonnatrice ici au CQSS. Vous parliez que après la naissance du premier enfant, je crois, les hommes travaillaient plus. C'est ce que j'ai compris, en moins de 48 heures par rapport aux femmes, 38 heures. Qu'est-ce qui explique que les hommes travaillent plus? On décide de plus travailler? Est-ce que ça serait qui... Ouais, allez-y. Merci beaucoup. Ce qu'on avait observé dans les données, c'est que, je ne sais pas si j'ai spécifié, c'est les hommes et les femmes du top 1% qui avaient 4 ou 5 enfants, où les hommes travaillaient environ 48 heures et les femmes 38 heures. Malheureusement, avec les données du recensement, on ne peut pas demander pourquoi, mais je pense que l'analyse de Mélanie souligne comme certains enjeux en termes de la division du travail à la maison. Une bonne question, le pourquoi. Une anecdote que je vous donnerai. J'ai une collègue qui va très bientôt faire partie du top 1%, une de mes amies qui travaille dans le secteur financier. Elle a un salaire plus élevé que son mari et elle fait aussi plus d'heures de travail non rémunérées. Et avec mon article, elle a forcé son mari à lire mon article et elle a ouvert la discussion dans la maison pour parler des heures de travail. Donc, le pourquoi, c'est une bonne question. Peut-être pour Mélanie ou pour d'autres chercheurs qui peuvent aller chercher un peu plus d'informations. Ouais, du côté du pourquoi, une bonne question. Oui, bonjour, Nicole Bernier. C'est une question pour Elisabeth. C'était fascinant d'entendre sur le 1%. Tu n'as pas pu élaborer dans ta présentation sur comment les groupes, par exemple, les 5%, les 10%, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les différences? Tu disais que c'était un peu les mêmes tendances, mais moins prononcées. Alors, j'aimerais entendre un petit peu plus si tu as des choses à dire là-dessus. Absolument. Donc, ce que j'ai regardé dans mon article, c'est pas nécessairement pour le top 5%. J'ai regardé le top 5% qui ne faisait pas partie du top 1%. Donc, je pense que ça s'appelait le groupe de revenus suivant de 4%. Donc, les femmes et les hommes avec un revenu entre 135 000 jusqu'à 270 000. Et oui, en effet, les tendances étaient semblables pour la situation familiale. Donc, pour les tendances qu'on a observées au niveau du couple et aussi pour les enfants, mais encore des écarts qui étaient moins prononcés. Au niveau des occupations, on voit encore les femmes qui étaient dans le groupe suivant de 4% qui étaient plus susceptibles que leur homologue masculin d'être en santé, aussi plus susceptibles d'être en affaires, mais les tendances étaient un peu différentes pour la gestion. Donc, on voyait plus de femmes dans ce niveau de groupe-là de 135 000 à 270 000 qui faisaient partie, qui travaillaient dans la gestion. Donc, c'était vraiment au top de la distribution de revenus qu'on voyait vraiment ce manque de femmes dans la gestion puis dans les cadres supérieurs. Est-ce que ça répond? Oui? OK. Donc, Marie-Mélanie Fontaine, donc j'ai une question pour toi, Elisabeth.
Est-ce que vous avez pu regarder dans votre analyse plus spécifiquement ce qui se passait au niveau des provinces, hein, puis s'il y avait des différences justement entre les provinces? Une très bonne question. Une analyse que j'ai faite il y a peut-être 2 ans et que je me souviens pas des tendances, mais je me souviens que j'avais pris la décision de pas l'inclure dans l'analyse. Je pense qu'il y avait probablement la différence pour le Québec puis l'Ontario, mais pas assez importante pour la porter dans l'analyse, mais c'est une très bonne question. Oui, pour le Québec, quelque chose que je peux dire, c'est que pour la géographie, donc les Canadiens gagnant des revenus élevés sont plus susceptibles de vivre dans des villes, sont plus susceptibles de vivre à Toronto, à Montréal, à Vancouver, malgré qu'il y avait quand même des différences entre les hommes et les femmes. Donc, on voyait une proportion plus élevée de femmes comparée aux hommes à Montréal et à Toronto, où il y a vraiment des centres importants pour le secteur financier, où on voit les femmes. Donc, ça, c'est les différences que j'ai regardées au niveau des villes et au niveau des provinces, mais c'est certain qu'une analyse plus approfondie, puis probablement avec vos résultats, surtout sur la situation familiale qui serait intéressante aussi. D'autres questions? Certainement. Oui. Carole Vincent, je voulais savoir, est-ce que tu as regardé justement l'idée là, du plancher de papier in and out là, du top, là? Donc, est-ce que il y a des mouvements, puis de qu'est-ce qu'on peut, quel enseignement on peut tirer de ça, du mouvement d'entrée et sortie là, du top 1%? Non, je l'ai pas regardé. Pour ça, on aurait besoin des données administratives sur le temps. Ça serait une autre étude, une autre belle question analytique. Mais comme j'ai dit, aux États-Unis, c'est quelque chose qui était important dans les années 1980, qui est plutôt moins important aujourd'hui. Je dirais, maintenant qu'on comprend le profil des femmes dans le top 1%, que c'est des médecins, ça va être vraiment des travailleurs dans le secteur financier. Ils sont moins représentés dans les cadres de gestion supérieure ou probablement qu'il y a des gros bonus à la fin de l'année. Je dirais que ce serait peut-être plus pour le top 0,1%. Donc, vraiment, des travailleurs avec des revenus très, très élevés. Je pense que c'était environ presque 1 million de dollars qu'il fallait au Canada pour faire partie des travailleurs dans le top 0,1%. C'est peut-être là où il y aurait une analyse intéressante, mais pour le top 1%, étant donné que vraiment 1 sur 5 femmes étaient dans la santé, je pense que c'est une question analytique intéressante, mais peut-être ce serait plus pour le top 0,1% qu'on verrait le plancher de papier, paper floor. Plancher de papier, merci. Ben là, je ne sais pas si ça nous mènerait, Nicole Bernier ici, je ne sais pas si ça nous amènerait totalement ailleurs, mais je pense aux travaux de Wilson et ses collaborateurs sur le 1%. Ils disaient, notamment dans ces travaux, que on sous-estime sans doute les revenus du 1% parce qu'on ne tient pas compte des revenus déclarés par les entreprises. Souvent, dans les revenus supérieurs, on va passer au niveau fiscal, on va se former des compagnies, donc, il y a beaucoup. Exactement. Donc, je me demandais si, en tout cas, peut-être ça nous amène totalement ailleurs, mais c'est quand même à réfléchir sur les tendances pour les hauts revenus chez les hommes et les femmes, si ça changerait totalement nos données par rapport aux revenus et aux tendances qu'on a. C'est une très bonne question, plus vers la méthodologie. C'est pourquoi j'ai choisi le revenu total, qui inclut les placements, donc c'est dividends en anglais, et aussi le travail autonome. Donc, les femmes qui sont médecins ou tous les médecins, ils peuvent être incorporés, ils peuvent être non incorporés, ils peuvent choisir de se payer par le travail autonome, ils peuvent choisir d'être incorporés puis de se payer avec des dividends. Donc, tout ça, ça fait partie du revenu total. Donc, tous ces gens-là seraient inclus dans l'analyse. Où il y aurait peut-être un manque de personnes, ça serait peut-être des gens
qui se payent moins, qui mettent plus d'argent dans leur corporation une certaine année, c'est là où peut-être qu'on perdrait des gens. J'ai regardé un peu parce qu'il y avait certains dans la littérature qui avaient mentionné que les femmes pourraient avoir des revenus de leur mari en termes d'une corporation. Donc, les maris pourraient avoir une compagnie puis pourraient payer de l'argent à leurs femmes. Donc, j'ai regardé si les femmes travaillaient, combien d'heures les femmes travaillaient, dans quelle industrie, et j'ai vraiment trouvé que c'était un risque assez relativement pas super important. Donc, je me sens confiante avec le revenu total. Il y a des différences avec mon étude, avec d'autres études qui utilisent des données administratives. C'est là où ils n'ont pas toujours les données pour les placements. Donc, souvent, c'est des données de l'emploi. Donc, c'est là où je pense qu'ils perdent probablement des médecins ou des femmes qui travaillent dans ces professions. Oui. Question ou commentaire? En fait, bon, je me fais la voix des gens peut-être qui écoutent ou qui vont regarder après, qui se disent, bon, OK, le 1%, mais on parle, qu'en est-il de la majorité des femmes? Qu'en est-il de la situation, oui, du vrai monde, là, des autres, là? Puis, donc, c'est où est-ce qu'on devrait, où on devrait intervenir? Puis, je pense que même dans le 1%, on voit le rôle de la pénalité de la maternité, mais certainement partout ailleurs. Puis, Mélanie, tu disais surtout, c'est encore plus important chez les chez les femmes moins éduquées. Donc, on a parlé un peu, toi, tu as parlé, Mélanie, de la pénalité sur l'ensemble de l'échelle de revenus. On s'est concentré pour toi sur les top 1%. Mais donc, est-ce que c'est vrai de dire qu'en bout de ligne, là, c'est le rôle de mère qui pénalise les femmes? En disant ça, est-ce qu'on s'attaque à une très, très grande partie là, des inégalités de revenus? Et donc, ça devrait beaucoup orienter nos orientations de politique publique. C'est mon commentaire, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus, si vous pouviez réagir. Ben, pour ce qui est effectivement la réponse à mon papier, moi, en tant que telle, c'est, pour moi, la grande question, c'est pas est-ce qu'il y a des différences de salaire entre les hommes et les femmes, on sait qu'il y en a, mais c'est pourquoi, parce qu'encore aujourd'hui, malgré les efforts politiques qui sont déjà faits, que le changement structurel de la société, pourquoi est-ce que ces écarts persistent encore? Et dans les données, en fait, effectivement, on apporte une réponse, mais il y a aussi une part qui est non expliquée, qui reste toujours non expliquée. C'est toujours que les femmes, je pense, elles subissent une part importante de préjudice social. Donc, c'est certain que dans les données, on voit que oui, il y a une pénalité, mais puis c'est mieux au Québec parce qu'effectivement, il y a des politiques familiales qui sont mises en place, qui visent à permettre aux femmes, en fait, de mieux concilier travail et famille, plus facilement que ce qui était il y a plusieurs années auparavant. Mais il y a toujours, en fait, des femmes qui sont, pour lesquelles il y a des barrières énormes. Et donc, je pense qu'il y a toujours des choses à faire. Et on a vu que les hommes et les femmes, effectivement, supportaient pas, en fait, comme tu l'as dit, Carole, c'est plutôt un modèle masculin auquel les employeurs s'attendent sur le marché du travail. Or, derrière, c'est surtout les femmes en fait qui supportent les responsabilités familiales. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est difficile à répondre comme question. Mais en tout cas, il y a un article dans la presse qui est sorti hier ou il y a quelques jours en tout cas. Puis le titre était très éloquent. C'était Inégalité hommes-femmes. Pour les réduire, il faudrait que les hommes en fassent plus à la maison. Donc, ouais, peut-être aller dans ce sens-là. Une question intéressante pour moi, Statistique Canada. Ça fait pas partie de notre rôle de faire des commentaires sur les politiques, mais quelque chose que je mentionnerais, c'est de la recherche très intéressante de professeur Alice Eagley aux États-Unis, qui regarde vraiment les attitudes vers les femmes comme leaders. Puis ce qu'elle voit dans sa recherche, c'est que les attitudes des femmes et des hommes vers les femmes comme gestionnaires ou comme leaders, il n'y a pas beaucoup de changements au cours des 10-20 dernières années. Donc, on ne voit pas beaucoup d'amélioration pour les attitudes. Donc, de la littérature qui est intéressante à considérer aussi. Je prends pas trop le plancher.
Carole Vincent. Pour ajouter à ce que tu disais, Mélanie, sur l'évidence, comme quoi il y a des stéréotypes dans l'embauche, hein, donc les CV, la seule différence entre les deux CV, c'était le genre. Effectivement, quand j'ai fait de la synthèse en 2013, il n'y avait pas beaucoup de travaux là-dessus, mais depuis, il y a il y a un certain nombre de travaux d'approche expérimentale aussi, donc qui essaient d'évaluer les biais à l'embauche. Et il y avait, par exemple, l'embauche de musiciens pour des grands orchestres internationaux aux États-Unis, dépendant que l'audition se fait derrière un écran ou pas, il y a une importance différente là, dans le recrutement des femmes musiciennes dans les orchestres. Donc, il y a vraiment, effectivement, j'oublie les autres, là, mais il y a vraiment une multiplication des études qui examinent ça, qui laisse à penser qu'effectivement, il y a des pratiques discriminatoires sur le marché du travail, là, sortons le gros mot. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus d'évidence là-dessus. Alors, je relance les gens en ligne. N'hésitez pas, soyez pas gênés ou dégênez-vous. N'hésitez pas à écrire vos questions. À moins d'erreur, personne n'a levé la main et n'a écrit de questions. J'avoue que moi, avant que tu interviennes par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer les choses, j'avais cette diapo-là que j'ai remis tirée de ton travail, Mélanie, pour lequel je ne suis pas certaine de bien comprendre, en vérité. Donc, c'est pour ça que c'est un peu probablement révèle mes connaissances en analyse statistique, mais on voit qu'il y a un déclin important chez les femmes la première année. Ah, ça, c'est 2 ans avant la naissance. 2 ans même avant la naissance, il y a une diminution. Donc en fait, le point de référence, c'est 2 ans. Donc on compare la situation, enfin tous les points ici représentent en fait les variations qui sont observées au niveau des revenus par rapport à 2 ans avant. Donc ce qu'on regarde en fait, c'est les pertes de revenus commencent même à -1. Donc c'est-à-dire -1 avant la naissance du premier enfant. Ça peut s'expliquer par le fait que nous en fait dans nos données, on a simplement l'année de naissance de l'enfant, mais on n'a pas le mois. Donc nécessairement, s'il y a des enfants qui sont nés très tôt dans l'année, donc en janvier, le retrait sur le marché du travail, il va avoir lieu l'année calendaire précédente. Donc c'est pour ça qu'on observe des pénalités qui commencent réellement en fait à -1 avant la naissance du premier enfant et qui sont très, très, très fortes plutôt à 0. Puis si je continue, j'avoue que je ne suis pas étonnée de voir qu'il y a une diminution l'année suivant la naissance, parce que heureusement, on a quand même, c'est pas 100% de diminution. Ça serait intéressant de voir, probablement que les données n'existent pas pour comparer à ce que c'était en 1971, quand il n'y en avait pas, le programme d'assurance chômage à toutes fins utiles ne reconnaissait pas un congé pour les mères. Donc, ceci ne m'étonne pas. Donc, j'avoue que le rattrapage, puis là, ça revient un peu à ce que tu soulevais. Comment ça se fait que ça prend tant d'années? Je peux comprendre. Parce que normalement, on revient, ou une bonne proportion des mères reviennent au même emploi, dans les mêmes conditions. Donc, c'est ça. Donc, je suis surprise, disons peut-être même la première année de congé, deuxième année, on s'adapte. Mais donc, je m'attendrais à un rattrapage plus rapide. Est-ce qu'il y a des pistes d'explication par rapport? Donc en fait, le premier graphique, effectivement, il représente, en fait, juste pour rappeler, ce sont uniquement les revenus d'emploi. Donc on a exclu ici les transferts, les autres sources de revenus, c'est seulement les revenus d'emploi. Non, juste les revenus de travail. Donc ça veut dire qu'en moyenne, ici, on a beaucoup de femmes qui, une fois qu'elles ont leurs enfants, sortent du marché du travail. Donc c'est pour ça que pour le premier graphique, on a cette tendance qui est comme parallèle un peu ici. Puis quand on ajoute des effets fixes individuels et qu'on regarde plus spécifiquement ce qui se passe à l'intérieur d'une même personne, on voit c'est le deuxième graphique là. Puis là, il y a un rattrapage qui se fait, mais qui prend quand même 6 à 9 ans, en fait, une fois qu'on regarde spécifiquement les variations à l'intérieur d'un même individu. Donc, en somme, une partie de l'écart s'explique par le fait qu'une partie, savez-vous quelle proportion de femmes
carrément se retirent du marché du travail? OK. Mais ça pourrait être une bonne partie de l'explication à faire. OK. Très bien. Bien, merci beaucoup, ça m'éclaire. Je vérifie encore une fois en ligne. Non, toujours personne ne s'est manifesté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou discussions? Oui, certainement. Elisabeth? Une question pour Mélanie. Je pensais avoir entendu, vous avoir entendu dire que la pénalité était plus importante pour les femmes qui étaient plus jeunes, qui avaient des enfants. OK, je trouve ça intéressant parce que j'ai lu un article du recensement aux États-Unis qui disait que les femmes qui avaient des enfants avant 25 ans et après 35 ans rattrapaient leur conjoint en termes de salaire. Donc, c'était vraiment les femmes qui avaient des enfants de 25 à 35 qui avaient de la difficulté à rattraper leur conjoint. Donc, qui auraient comme probablement, ce serait une bonne idée, soit d'avoir des enfants avant 25 ou avant 35. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? C'est étonnant comme résultat parce que nous, on a obtenu totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on regardait les femmes qui avaient un enfant avant 35 ans, puis on voyait que les pénalités étaient vraiment beaucoup plus importantes. Puis en allant chercher des informations dans la littérature, ce qui avait été déjà dit et fait, c'est que effectivement, plus on a son enfant jeune, donc plus moins on est ancré dans sa carrière professionnelle, donc plus on fait face à des difficultés, plus c'est difficile d'avoir des promotions et de s'investir, en fait, de faire des heures supplémentaires, puis de mériter un peu sa place sur le marché du travail. Donc c'est comme ça qu'on l'expliquait un peu, le fait que celles qui avaient leurs enfants plus jeunes, en fait, que la moyenne, avaient des pénalités qui étaient plus importantes. Mais après, peut-être que c'est un choix personnel aussi, c'est-à-dire que les femmes qui ont leurs enfants après 35 ans, elles décident simplement de travailler moins. Puis c'est un choix, étant donné qu'elles ont déjà une carrière professionnelle établie. Tandis que celles qui avaient un enfant entre 25 et 35 ans, peut-être que celles-ci, elles pensent que donc elles ont encore des choses à faire, donc elles s'investissent beaucoup plus. Ou en tout cas, c'est juste à mon avis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions en personne? Non? Dernière chance, en ligne. Et peut-être moi, une dernière par rapport à la même problématique. Si on incluait les transferts dans les revenus, est-ce que le portrait serait radicalement différent? C'est-à-dire qu'on aurait l'assurance emploi, mais pas seulement, on aurait aussi probablement les prestations pour enfants, etc., qui sont devenus beaucoup plus généreux. On s'entend que ça n'accotera pas un salaire annuel à temps plein. Par contre, l'image, surtout sur une certaine période, pourrait changer. Est-ce que ça donnerait pas, on parle d'égalité salariale, mais on parle, enfin, je suis curieuse de savoir la décision de les exclure d'emblée. Oui, donc effectivement, la question qui nous intéressait au départ, c'était vraiment de regarder ce qui se passait sur le marché du travail pour les femmes. Puis la seule indication qu'on avait, de longitudinal aussi dans nos données, c'était les revenus. Donc c'est pour ça qu'on s'est spécifiquement basé sur les revenus de travail, mais on a fait aussi une analyse en incluant les revenus totaux. Donc effectivement, le portrait est différent dans le sens où les rattrapages se font beaucoup plus rapidement. Mais ce qu'on voulait vraiment évaluer, c'était via l'analyse des revenus, qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail pour les femmes. Mais effectivement, vous avez raison, une fois qu'on inclut les revenus totaux, le rattrapage est mieux. Quoi qu'il y en a qui diraient peut-être que c'est une façon de garder les femmes à la maison, en vérité. C'est le modèle allemand, si je ne me trompe pas, et même français, qui sont très, très, très généreux pour rester à la maison et qui entraînent en fait probablement des effets non voulus, j'imagine. Alors, attendez, je pense que j'ai une question en ligne, bravo. Là, je ne vois pas bien, qu'on va juste ouvrir le panneau ici. Alors, merci Marion Gousset. Une question pour Mélanie. Est-ce qu'il y a une différence de pénalité pour les femmes mariées et les femmes conjoints de fait? Bonjour Marion. Oui, c'est une question qui est vraiment intéressante. Donc dans un deuxième papier, en fait, justement, je m'intéresse plus spécifiquement à cette question. Mais ici, c'était vraiment de regarder l'effet global. Puis, le problème aussi avec les données qu'on a, c'est que c'est une enquête pour laquelle les individus ont répondu en 2012, 2014 puis 2016. C'est difficile d'avoir les rétrospectives en fait des mariages et des unions de fait. Même si on a en fait ces données-là dans les fichiers administratifs, on a le statut parental, mais c'est parfois difficile de reconstruire l'historique c'est ça exactement. Mais oui, c'est une question
très intéressantes pour lesquelles je m'intéresse plus spécifiquement, donc dans un deuxième papier qui est en cours de rédaction actuellement. Mais effectivement, on s'attendrait à ce que ce soit qu'il y ait des différences tout d'abord au Québec et au reste du Canada, puisqu'il y a des différences entre la proportion de personnes en union libre au Québec comparativement au reste du Canada. Mais c'est ça, j'ai pas de réponse des. Ouais, voilà, à suivre très prochainement. Alors, merci. Et je jette un dernier coup d'œil en ligne. Non, pas de deuxième question. Alors, écoutez, il est midi moins 5. On a pas mal occupé pas mal tout notre temps. Absolument. Un petit merci, oui. Moi-même, j'allais dire le prochain rendez-vous, c'est le 21 mars. On va parler de l'enquête sociale générale et plus spécifiquement comment analyser les données sur l'emploi du temps. Et puis, la conférence annuelle du réseau qui s'en vient en octobre. L'appel de proposition sera rendu public très bientôt et l'école d'été du CQSS. Alors, merci beaucoup de vous être joint à nous. Carole, je te laisse le dernier mot. Oui, mais j'allais dire ça aussi. Donc, le colloque Jeunes chercheurs le 2 avril. Cette année, on a vraiment des présentations dans vraiment différents domaines. Donc, ça, le colloque Jeunes chercheurs, c'est les chercheurs qui sont utilisateurs ici des données au SIX et qui sont appelés à être la relève donc de chercheurs en sciences sociales. Alors, on en a en épidémiologie, en criminologie, en économie, en démographie, mais vraiment, on a une journée bien remplie avec je pense, des sujets pour tous les goûts. Et oui, effectivement, 21 mars, le prochain séminaire. Et on a dit quelquefois qu'on n'avait pas les données sur l'emploi du temps, qu'est-ce qui se passe dans les couples. Je ne sais pas si cette enquête-là permettrait d'aborder ça, là, donc les données de l'enquête sociale générale avec le volet emploi du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'intéresser à cette question-là? Donc, ça, on présentait aujourd'hui des analyses avec des données qui sont disponibles dans le réseau. Alors, si ça donne des idées à des chercheurs en ligne ou chercheuses, regardez bien ce que les données, le potentiel analytique des données qu'on a. Et aussi, il y a beaucoup de recherches qui sont menées et qu'on peut trouver sur le site du réseau avec le moteur de recherche par thème. Donc, nous, on a identifié quand même beaucoup de chercheurs de recherche qui sont sur des thèmes similaires. Alors, si le sujet vous intéresse, vous pouvez fouiller aussi dans notre banque de données, d'informations et de publications. Oui? Oui. Donc, oui, effectivement, le webinaire est enregistré et on va mettre les présentations PowerPoint d'aujourd'hui sur notre site et dès qu'on aura édité le visuel, vous trouverez ça sur notre site aussi. Merci beaucoup.